Donc, bienvenue à notre webinaire. C'est le lancement officiel de notre formulaire de demande d'indemnisation générale qui est maintenant disponible sous la section Présenter une demande de notre site Web. Donc, comment présenter une demande d'indemnisation étape par étape. Mon nom est Jeannie Bédard-Guillemette. Je suis l'agente de communication et d'engagement avec les intervenants à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés par les navires. On est conscient qu'on a quand même un nom assez long, mais on va être capable aujourd'hui de disséquer les différents aspects qui composent notre mandat. Donc, allons maintenant, si vous avez déjà assisté à nos webinaires dans le passé, souvent on va vous parler de l'ensemble du processus, finalement de l'étape 1 à 5, donc de l'incident jusqu'à la période où est-ce qu'on fait du recouvrement. Toutefois, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'étape 1 et 2. Donc, le but principal du webinaire est de vous donner des conseils pour vous aider à faire une demande d'indemnisation. Nous allons regarder les éléments présents dans le formulaire. Donc, à travers la présentation, vous allez voir finalement les différents aspects du formulaire. Mais brièvement, on va aller dans finalement, qu'est-ce que c'est la Caisse? La Caisse existe depuis 1989 et on a deux missions principales. La première mission est d'indemniser tous ceux et celles qui subissent des dommages dus à des incidents de pollution par les hydrocarbures causés par des navires. Et la deuxième partie de notre mission est, une fois que cette indemnisation est payée aux demandeurs, on prend toutes les mesures pour recouvrer ces montants-là auprès des pollueurs ou autres parties responsables. Il n'y a aucune limite à l'indemnisation que l'on peut verser dans le cas d'un incident majeur. On peut penser que la Caisse en ce moment a 409 millions environ disponibles immédiatement, mais s'il le faut, on a aussi accès au Trésor du gouvernement du Canada. Et depuis 32 ans maintenant, nous avons reçu près de 500 demandes d'indemnisation qui nous ont été présentées par différents demandeurs. Une des demandes les plus importantes qu'on n'a jamais payées, c'est 4,2 millions. On voit ici l'illustration, la photo du choc détermination qui a coulé à Trois-Rivières dans le fleuve Saint-Laurent. On voit qu'il y a beaucoup de glace. Donc, l'intervention pour soulever ce navire-là a été quand même assez complexe, à moins 40 si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez imaginer que la facture a monté assez rapidement. Nous avons aussi reçu une demande de 217 donc la plus petite payée, et c'est pour vous démontrer qu'il n'y a pas de petite somme. La Caisse est là pour des gros incidents et des petits incidents. Et la plupart de nos demandes sont inférieures à 50 000 et notre principal demandeur est la Garde côtière canadienne, notamment pour tout ce qui est le nettoyage et la prévention de déversement. Là où est-ce que ça devient important de démontrer finalement notre indépendance, c'est que la Caisse est créée par une loi fédérale. Toutefois, la Caisse est totalement indépendante du gouvernement, puisque c'est un facteur important parce que le gouvernement fédéral, la Garde côtière et autres organismes gouvernementaux sont souvent nos demandeurs. Donc, vous avez ici Anne Legard qui est l'administratrice et vous avez Marc Gauthier qui est notre administrateur adjoint. Rapidement, on va passer à différentes ressources qui sont des bonnes ressources quand vous êtes sur le point de mettre votre demande ensemble. C'est sûr que le formulaire, on le lance aujourd'hui, mais ces documents-là existent également et peuvent parfois répondre à des questions que vous pourriez avoir. Donc, vous avez le manuel de demande générale qui est en lien avec le formulaire. Vous avez aussi le processus accéléré qui sont pour les demandes de moins de 35 000 ce document-là inclut aussi un formulaire. Et finalement, vous avez le manuel des demandes d'indemnisation pour pertes spéciales.
On est en train de travailler sur une nouvelle édition de ces manuels-là. Donc, c'est à suivre dans le prochain exercice fiscal. On a aussi d'autres publications pour un public clé qui est les pêcheurs, les personnes qui font de l'aquaculture ou autres personnes dans ces activités connexes-là. Si vous faites partie de cette audience-là, ça vaut la peine de regarder ça. Ensuite, à chaque année, on publie un rapport annuel dans lequel on met nos statistiques, notamment le nombre euh, de demandes que l'on reçoit, qui sont les demandeurs, quels sont les montants, combien de temps ça prend à traiter et d'autres éléments de type pour gérer la caisse le plus efficacement possible. Et finalement, quelque chose qui pourrait être bon pour des personnes qui font de la recherche, on publie le recueil de tous les résumés de nos accidents, incidents depuis 1989 à chaque année. Donc, on a environ près de 400 cas et c'est pas une lecture de chevet, mais ça vaut la peine de regarder. Donc, une indemnisation de la caisse est disponible lorsqu'un navire déverse ou menace de déverser des hydrocarbures dans les eaux canadiennes. Donc, nous recevons et évaluons les demandes et dans les prochaines diapositives, on va examiner les détails de cette description-là. Donc, par navire, on veut dire pas seulement des gros navires. On voit dans l'image ici un pétrolier, le Rio Orinoco, qui s'est échoué près de l'île d'Anticosti, mais on couvre aussi tout autre type de navire. Ici, on voit deux autres exemples, un qui est arrivé à Nanaimo et un sur la côte est, mais ça comprend les navires commerciaux, les traversiers, les remorqueurs, les chalands, les embarcations de plaisance, les bateaux de pêche et quelque chose qui est peut-être plus présent du côté de la Colombie-Britannique, mais qu'on voit aussi du côté de l'Est, les navires abandonnés et délabrés. Donc, nous allons maintenant procéder à un sondage. On vous demande quel genre de navire voit-on couramment dans votre communauté ou si vous êtes quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, quels sont les navires qui sont dans votre portfolio finalement. Donc, le sondage est ouvert. Donc, on va vous laisser quelques petites secondes pour regarder ça et nous démontrer entre les navires de pêche, navires commerciaux, embarcations de plaisance et navires délabrés et abandonnés, et autres font partie des navires qui sont dans votre portfolio ou dans votre communauté. Donc, on va laisser encore. On voit ici que 50% d'entre vous ont voté. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer tout de suite. Comme ça, on va pouvoir montrer les résultats. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on peut montrer les résultats, s'il vous plaît? Donc, on voit que la plupart des gens, c'est les embarcations de plaisance et par la suite, on voit les navires de pêche, les navires commerciaux et les navires délabrés viennent en 50% des cas. Donc, c'est semblable un petit peu à notre portfolio parce qu'on voit des embarcations de plaisance ou des navires commerciaux qui sont changés en navires de plaisance par la suite dans notre portfolio. Donc, on peut maintenant bouger vers un autre type de déversement. Donc, nous couvrons, et c'est quelque chose de spécifique à la caisse, des déversements d'origine inconnue. Donc, ces déversements-là sont indemnisables par la caisse. On peut penser à des hydrocarbures qui sont rejetés, mais qu'il n'y a aucun navire aux environs. Ça pourrait être survenu pendant la nuit ou sur une route maritime fréquentée
S'il y a eu des courants ou des vents, des fois, c'est difficile d'identifier quel navire aurait pu être la cause. Aussi, on peut penser à un autre exemple d'hydrocarbures qui serait rejeté dans un port achalandé. On a vu quand même beaucoup de trafic, donc c'est difficile d'identifier quel navire serait la cause de ce déversement-là. Un des avertissements, c'est que la pollution doit absolument être causée par un navire. L'administratrice ne peut pas accepter de demande si on conclut que le déversement n'est probablement pas causé par un navire. Si par la suite, on voit qu'une industrie a rejeté du pétrole et que c'est attribuable à ceci, donc l'indemnisation ne serait pas possible de la part de la Caisse. C'est toutefois pas à vous de le prouver, mais si vous êtes capable, c'est toujours mieux. Donc, par exemple, un échantillon d'hydrocarbures pourrait être pris pour voir et l'analyser pour essayer de déterminer quel navire ça pourrait provenir ou faire des références à des rapports officiels, comme par exemple la garde côtière. Donc, dans le formulaire, vous avez cette partie que vous pouvez inclure. Comme on l'a mentionné, l'exemple d'une marina très occupée, vous pourriez potentiellement écrire plusieurs navires et dire, je ne sais pas c'est lequel, mais voici les navires qui étaient dans les environs à ce moment-là. Ou sinon, vous pouvez aussi cocher, je ne sais pas. Euh, Aussi, il y a un déversement d'hydrocarbures n'est pas obligatoire. On peut voir que dans certains cas, il y a des incidents euh, où est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour éviter un déversement qui ne s'est pas encore produit. On peut penser à pomper de, de l'hydrocarbure d'un navire pour s'assurer que ça ne se répande pas. Et les frais associés à ces mesures-là sont indemnisables. Encore une fois, dans le formulaire, il y a une question en lien avec ça. Par la suite, dans notre très long nom, il y a le mot hydrocarbure. Lorsque vous soumettez une demande, on ne vous demande pas de devenir expert en type de carburant, mais ce qu'on veut mentionner, c'est que de l'huile minérale ou des hydrocarbures, c'est-à-dire des substances qui ne sont pas des huiles végétales, sont comprises, donc de l'essence, du pétrole brut, du diesel, des lubrifiants et des huiles usées. Ça comprend aussi toute eau qui serait contaminée. Par exemple, on peut penser la cale, l'eau de cale dans laquelle il y aurait une infiltration d'essence ou de pétrole. Et si ce navire-là s'échoue et risque, l'eau s'infiltre et risque de se mélanger avec les hydrocarbures et des mesures sont prises pour éviter un déversement, à ce moment-là, la caisse peut compenser les demandeurs. Donc, on vous demande encore une fois, si vous connaissez le type d'hydrocarbure, de le mentionner. Et encore une fois, on a l'option de marquer je ne sais pas. Ensuite de ça, le régime de la caisse s'applique en eau canadienne. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire euh, jusqu'à 200 000 marins du littoral. On voit ici la carte avec le rouge qui indique c'est où le 200 000 marins, mais ça inclut surtout les eaux intérieures, les lacs, les rivières et les canaux. Aussi l'océan de toutes les parts de la côte du Canada. Dans le formulaire, on vous demande de marquer le plus possible, le plus précis possible le lieu de l'accident. Vous pourriez aussi y joindre des cartes dans lesquelles vous pourriez faire un X à l'endroit ou encercler à l'endroit le plus précis possible. On peut accepter des cartes de navigation ou même Google Maps pourrait fonctionner. Une autre chose qui est quand même pertinente, c'est que s'il y a un déversement du côté des États-Unis et qu'il y a des risques que les dommages pourraient arriver au Canada et qu'il y a des mesures qui sont prises, ça aussi, ça pourrait être compensable pour les dommages qui arrivent au Canada. Une autre chose qui est pertinente et qui est importante, c'est que les demandes devraient être reçues par la Caisse en un délai de 2 ans.
Donc, dans la plupart des cas, le délai de 2 ans s'applique. C'est sûr qu'il y a des éléments, s'il n'y a pas de déversement, le délai peut parfois être de 5 ans, mais parfois, il y a des petits déversements qui n'ont pas été détectés, donc le délai de 2 ans court. Donc, vraiment, l'élément à retenir, c'est soumettre votre demande le plus rapidement possible et en 2 ans. Mais encore une fois, si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain et que la date de 2 ans arrive, n'hésitez pas à nous contacter. On pourrait vous aider avec cet aspect-ci. Donc maintenant, il y a d'autres renseignements qui sont pertinents. On va rapidement passer aux différents points. C'est pour mieux comprendre l'incident et pour mieux recouvrer plus tard pour les sommes qui sont versées par la Caisse. Donc, ces informations-là sont pertinentes pour nous, mais aussi pour vous, pour bien établir votre demande. Si vous avez communiqué avec d'autres propriétaires, si vous vouliez l'inscrire, ça serait super. Identifier les coordonnées connues de ce propriétaire-là. Euh, si vous avez communiqué avec des organismes gouvernementaux, ça peut être gouvernement local, ça peut être des gouvernements autochtones, ça peut être des gouvernements provinciaux, fédéraux comme la garde côtière. Ça pourrait nous aider parce qu'on essaie que chaque fois qu'on reçoit une demande d'indemnisation, on essaie de communiquer avec les gens qui auraient pu être impliqués pour essayer de leur demander est-ce que vous auriez, vous aussi, une demande à nous soumettre? Bonjour Et Janie. oui, Bonjour tout le monde. Nous avons une question au sujet de la communication avec le propriétaire du navire. Euh, la question c'est la suivante. Je me demande si je dois contacter le propriétaire du navire avant de vous présenter une demande. Autrement dit, est-il préférable de s'adresser d'abord au propriétaire ou à la caisse directement? merci beaucoup pour la question. La réponse est, c'est vraiment laissé à votre discrétion. C'est vraiment le choix du demandeur. Le demandeur peut aller directement au propriétaire du navire, mais peut directement venir à la caisse. Il est parfois plus économiquement, il peut être meilleur de venir à la caisse. Donc, si vous ne voulez pas gérer euh, des demandes d'assurance avec les propriétaires et tout ça, parfois la caisse est une solution plus directe. Donc, peu importe ce que vous préférez, c'est à vous de choisir. Et finalement, la dernière question, et cette question-là va revenir plusieurs fois. Cherchez-vous à obtenir une indemnisation d'une autre source? Comme on vient de le mentionner dans la question, ça peut être le propriétaire du navire, ça peut être l'assurance du propriétaire du navire, ça peut être votre assurance personnelle pour les dommages. Donc, si vous cherchez de l'indemnisation d'une autre source, nous avons besoin de le savoir puisque vous ne pouvez être indemnisé qu'une seule fois. On ne peut pas doubler l'indemnisation. Donc maintenant, on va passer à un petit sondage. Avant d'aller dans les différents types de dommages, on vous demande quels dommages dus à la pollution causés par les navires sont plus susceptibles de se produire dans votre communauté. Donc, on vous laisse le temps de regarder les différentes options. Donc, ça pourrait être mesures d'intervention de nettoyage, remise en état de l'environnement, dommages aux biens, biens et propriétés, et les pertes financières, moyens de subsistance ou les pertes de nature culturelle. Donc, je vous invite à voter. Donc, je vois qu'il y a 50% des gens qui sont présents qui ont voté. Donc, on va attendre encore quelques petites secondes. Donc, on peut maintenant partager les résultats du sondage. Donc,
de mon côté, ça me dit que 100% d'entre vous ont mentionné que c'est des mesures d'intervention et de nettoyage. Donc, en fait, c'est très similaire à ce qu'on reçoit. Environ 80, si c'est pas 90% des demandes que l'on reçoit sont liées à des mesures d'intervention et de nettoyage, ce qui ne veut pas dire que d'autres dommages sont indemnisables. Donc, on va aller plus spécifiquement parler de différents autres types, mais on commence par les mesures d'intervention et de nettoyage. Donc, toute mesure pour prévenir, réparer, contrer ou réduire au minimum les effets de la pollution. Ces mesures peuvent être prises en prévention ou durant un déversement ou après un déversement. Il y a plusieurs exemples du type évaluation de la menace, surveillance, déploiement de barrages flottants ou de matériel absorbant. S'il y a besoin de remorquer un navire ou d'enlever par pompage les hydrocarbures. Ça peut être aussi si un navire est complètement imprégné d'hydrocarbures puis il n'y a pas moyen de le nettoyer sans risque de déversement. Euh, donc, à ce moment-là, il peut y avoir de la déconstruction de navires, mais ces demandes-là viennent principalement de la garde côtière canadienne et aussi un nettoyage si votre propriété a été huilée ou votre bateau ou différents autres de vos biens. La caisse ne peut pas indemniser pour les frais consacrés à la préparation si ce n'est pas lié à un incident qui s'est produit. Donc, si par exemple, un gouvernement local qui a une marina décide d'acheter du matériel absorbant et de le laisser disponible à la marina en préparation d'un déversement éventuel, ce matériel-là ne peut pas faire partie d'une demande d'indemnisation, mais dès que ce matériel-là est utilisé et doit être remplacé parce qu'il a été utilisé pour un événement de déversement, à ce moment-là, les coûts de remplacement sont indemnisables. Nous avons aussi le remise de l'État à l'environnement. Donc, c'est des exemples du type des études d'impact sur l'environnement ou des projets de rétablissement à long terme. Ça comprend des frais pour des mesures qui seront prises. Donc, une des spécificités de ce type de dommages-là, c'est qu'on peut compenser pour des mesures qui n'ont pas été encore prises, mais qui vont être prises dans le futur. Ces frais-là doivent être raisonnables et fondés sur la science et avoir des bonnes chances de réussir. On passe maintenant aux frais, aux dommages liés aux biens ou aux propriétés. Donc, tout ce qui est frais de nettoyage, de réparation, de remplacement de biens contaminés. Ça inclut des bateaux, des quais, des appareils de pêche comme des filets ou des prises contaminées par les hydrocarbures. Par le passé, nous avons reçu des demandes en lien avec des homards qui étaient dans l'océan, mais dans des cages de homards. Donc, à ce moment-là, on considère que ce sont des biens, des propriétés du pêcheur et ces homards-là avaient dû être détruits. Donc, le coût de remplacement de ces homards-là avait été payé au prix du marché du homard à ce moment-là. Un des éléments encore importants, c'est l'aspect de raisonnabilité. Si le matériel aurait pu être nettoyé, mais que finalement, pour améliorer cet équipement-là, on a complètement jeté ces éléments-là et on a acheté des nouveaux et des nouvelles technologies. L'indemnisation ne couvre pas pour ces améliorations-là. Donc, c'est important de savoir ça. Et par la suite, on a inclus ensemble toute perte financière, les pertes de moyens de subsistance et les pertes de nature culturelle. Donc, tout ce qui est perte de salaire, perte de revenus, pour des pertes subies ou si vous êtes dans l'impossibilité de faire des activités de pêche, de chasse et de récolte qui assuraient votre subsistance. À ce moment-là, la compensation serait disponible pour, par exemple,
remplacer d'un autre poisson dans votre consommation, le frais supplémentaire d'importer un autre type de poisson ou une autre variété pour être indemnisable. Ensuite de ça, les natures de pertes culturelles, si l'accès à un site culturel n'est plus disponible et qu'une communauté décide de se déplacer vers un autre site qui inclut des frais de déplacement ou des frais d'hébergement pour aller à cet autre site-là. Ça aussi, ce sont des éléments. Mais des pertes de nature culturelle, c'est pas quelque chose que la Caisse voit souvent. Donc, on apprendrait on ferait partie de l'apprentissage aussi avec cela. Donc, on pourrait dire la dernière catégorie, c'est la frais de préparation de la demande. Euh, pour cela, les frais engagés pour préparer la demande peuvent être compensables, comme aller voir un comptable ou un avocat, mais c'est dans des cas où est-ce que la complexité de la demande est quand même assez élevée. Avec le formulaire qu'on a publié, on pense que la plupart des demandes peuvent être faites sans ces conseils-là. Mais dans le cas où est-ce qu'il y a une ville qui avait dû couper l'alimentation en eau parce qu'il y avait un déversement qui a affecté leur approvisionnement en eau potable, il y avait une grande complexité et en fait, c'était dans les premières fois qu'on voyait ce type de demande-là. Donc, la ville avait engagé des avocats pour les aider à préparer leur demande d'indemnisation et on avait payé une partie de ces cas-là qui doit être bien sûr raisonnable selon les circonstances. Et il est possible que vous ne saviez pas quels sont vos types de dommages parce que les catégories, des fois, sont un peu à couper au couteau. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on vous demande, c'est de remplir le formulaire de votre mieux et de décrire et surtout de documenter vos dommages. Et encore une fois, on vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions. Et peut-être une chose que je demanderais à Nicolai, est-ce que nous avons reçu d'autres questions? Non, pas pour le moment. Parfait. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à l'écoute, d'inscrire vos questions dans la boîte de questions et on va y répondre du mieux possible. Parfait, on continue. Donc, il y a des fois, ça arrive que c'est difficile de mettre un montant total de votre demande d'indemnisation. De notre part, ce n'est pas grave. Les demandeurs ne sont pas obligés de calculer le montant total. Si vous êtes en mesure de le faire, c'est sûr que c'est toujours préférable, mais il y a certaines situations dans lesquelles les pertes financières, c'est difficile de les quantifier. Donc, on peut cliquer dans ce moment-là dans Je ne connais pas le montant. Et on veut souligner encore une fois qu'on peut seulement indemniser une seule fois, donc pas de dédommagement en double. Un autre élément que je voulais souligner, c'est si vous avez subi des dommages et vous vous attendez à subir d'autres dommages, parfois ça vaut la peine d'attendre parce que vous pouvez seulement soumettre une demande. Mais toutefois encore respecter le délai des 2 ans. Si vous n'êtes pas certain encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider, vous conseiller à savoir quand soumettre votre demande. Donc, on va maintenant passer aux documents justificatifs, puisque avec le formulaire, on s'attend aussi à recevoir d'autres documents justificatifs et on les a mis ici dans cette présentation pour mieux vous aider lorsque ça sera le cas. Donc, une des choses qu'on recherche, c'est un exposé. Donc, écrire qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'incident de votre point de vue. Généralement, on préférait que ce serait chronologique, donc selon les jours et les heures, et on s'attend que ça réponde aux questions suivantes. Comment avez-vous pris connaissance de l'incident? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'avez-vous fait en réponse? Pourquoi vous avez posé ces gestes-là? Avec qui avez-vous communiqué durant et après l'incident?
et comment l'incident a causé les dommages que vous avez subis. Donc, c'est pas nécessairement besoin d'être un roman, mais ces éléments-là, si vous êtes capable d'y répondre dans un exposé, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Et on vous invite à joindre vos photos et autres preuves dans cet exposé-là. Par exemple, vous pourriez dire, j'ai appris qu'il y avait un déversement à la marina, donc je me suis déplacée pour y aller. Vous prenez une photo de ce jour-là et dans votre exposé, vous dites entre parenthèses, voir photo numéro 1 que vous joignez dans le formulaire au complet. Donc, c'est une façon de faire. En lien avec cet exposé-là, comme je l'ai mentionné, tout autre document qui doit être joint au formulaire sont ici. Donc, c'est à cocher les différents éléments que vous allez inclure, mais ça peut inclure des photos, les cartes qui montrent le lieu de l'incident, les registres ou des notes. Si vous avez fait un appel téléphonique à la garde côtière, ça vaudrait la peine de prendre un papier et crayon et de montrer quel a été l'échange d'informations avec la garde côtière. Donc, ça vaut la peine d'écrire ces choses-là. Si c'est lisible, vous pouvez le scanner. Sinon, vous pourriez l'écrire dans un document et nous le faire parvenir. De la copie de correspondance et tout autre document pertinent. Par la suite, maintenant, on se tourne du côté des dommages. Donc, on vous demande de décrire le dommage que vous avez subi, y compris les dollars, le montant, et nous expliquer finalement la valeur pour chacun des dommages que vous avez subis. Ça peut inclure des contrats, des énoncés de travaux, des propositions de prix, des factures reçues, dossiers financiers, comme par exemple quelles ont été vos prises de pêche dans les 3 dernières années pour qu'on puisse évaluer euh, si s'il y a une fermeture de pêche pour un certain moment de l'année, quels seront l'impact financier à long terme sur vos finances. Donc, tous ces éléments-là euh, vont supporter vos dommages et on vous demande de les inclure avec le formulaire. Et finalement, une petite attestation, un type de contrat, finalement, c'est on vous demande de déclarer que toutes les informations que vous avez fournies est exactes et véridiques. On inclut aussi de divulguer toute autre source d'indemnisation possible. Et à part quelques exceptions, puisqu'on est une entité gouvernementale, en fait, on fait partie de la grande famille du gouvernement du Canada, il y a certaines lois d'accès à l'information pour lesquelles nous devons nous soumettre. Donc, il y a certaines informations qui seront rendues publiques à l'exception, bien sûr, de numéro de carte de crédit ou du numéro d'assurance sociale, des informations de ce type-là. Aussi, par exemple, euh, il y aurait des informations sensibles au niveau de la compétitivité économique. Par exemple, un lieu de pêche qui ne devrait pas être divulgué. À ce moment-là, on est aussi capable de protéger. On va vous s'échanger sur ce sujet-là, mais n'hésitez pas, si ça vous rend nerveux, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, dans le formulaire, on vous mentionne où présenter votre demande. Donc, ça peut être en personne à notre bureau à Ottawa. Ça peut être par la poste, préférablement par courrier recommandé. Une des choses qui est importante, c'est que la, le- la demande doit être dans nos mains en 2 ans. Ce n'est pas la date à laquelle vous allez chez Poste Canada pour nous envoyer votre formulaire. C'est vraiment la date à laquelle nous recevons la demande. Par courriel et par télécopieur. Donc, vous avez ici les informations pertinentes. Parfait. Donc, maintenant qu'on a vu toute la théorie, on a décidé d'y aller avec 2 différents scénarios. Donc, le premier scénario est un navire de pêche de 20 mètres qui est abandonné, qui coule dans un petit port, qui cause immédiatement un déversement. Et on voit ici dans la photo qu'il y a un navire qui a coulé. On le voit en espèce de verre. On voit ici qu'il y a un déversement. Il y a un navire qui est en train
d'installer une barrière flottante et du matériel absorbant et euh, l'équipement par la suite va être contaminé par l'hydrocarbure au cours de l'intervention. Donc, pour nous, une photo comme ça, qui est en fait une photo de drone, est vraiment extrêmement pertinente pour nos experts et pour l'équipe légale qui regarde votre demande. Encore une fois, les photos annotées sont extrêmement utiles. Ici, on a une copie finalement en français, mais ce qu'on avait reçu était finalement écrit à la main. Donc, ce n'est pas obligé d'être extrêmement formel pour bien fonctionner. Et si possible, indiquer la date et l'heure sur la photo. Ce n'était pas le cas ici, mais si je ne me trompe pas, c'était dans l'exposé, par contre. Encore une fois, cette image-là nous dit beaucoup de choses. Donc, on voit encore une fois la barrière qui a été mise, le navire qui est coulé. On voit qu'ils utilisent le récupérateur, l'élément en rouge. On voit que les gens ont des combinaisons. On voit aussi des poubelles dans lesquelles ils vont mettre le matériel contaminé. Euh, on voit aussi que c'est l'hiver, donc qui peut amener une complexité importante à l'incident et à la réponse. Donc, ce type de photo-là, pour nous, est vraiment une bonne façon d'établir votre exposé. Donc, encore une fois, dans ce scénario-là, voici l'exposé que nous avions reçu. Donc, ce n'est pas obligé d'être compliqué. On voit les différentes dates. C'est très bref, mais très descriptif. On explique ce qui est arrivé, les dates chronologiques et ce qui a été fait en réponse. On présente encore une fois la chronologie et on décrit les dommages et explique les documents qui sont fournis à l'appui de la demande. Donc, je vais attirer votre attention brièvement sur la dernière partie. On voit qu'avec cette demande-là, on a amené un reçu pour les combinaisons de survie qui ont été détruites après avoir été contaminées. Parfois, c'est peut-être essentiel, peut-être pas dans ce cas-ci, mais des fois, c'est bien de dire on n'a pas été capable de les nettoyer, on a dû complètement les jeter. Euh, Après ça, on parle d'une estimation pour du remplacement de cordage et on mentionne que l'estimation était pour 600 pieds, mais finalement, seulement 300 pieds ont été utilisés. Donc ça aussi, c'est important. S'il y a des modifications faites à une estimée, c'est important de l'inclure. Et aussi, la demande incluait un tableau qui montre les heures du personnel et le temps de frais d'utilisation du bateau pour déployer les différents éléments de nettoyage. Donc, et ils ont inclus des photos. Pour nous, encore une fois, pas besoin d'écrire un roman. Et ce demandeur-là a reçu 100% de ce qu'il demandait. Donc, ça vaut la peine euh, de d'écrire les éléments de cette façon-là. Par la suite, on va aller avec un deuxième scénario. On a ici mis la photo du Maratassa, mais c'est juste à titre d'illustration pour vous montrer qu'est-ce qu'un port achalandé peut subir finalement. Donc, le scénario serait un nappe de mazout lourd d'au moins 5000 litres qui est découvert dans un port achalandé. Le propriétaire prend des mesures et tout comme les organismes gouvernementaux. Et le secteur de la pêche est touché puisque ils doivent interrompre leurs activités pour environ 2 semaines en haute saison. Donc, on vous demande encore une fois de répondre à notre sondage. Euh, pour quel genre de dommages les pêcheurs locaux sont-ils le plus susceptibles de demander une indemnisation? Donc, selon vous, qu'est-ce qui s'applique le plus? Donc, choisissez l'information la plus pertinente selon vous.
Donc, je vois que 50% des personnes ont voté. Donc, prenez le temps de voir qu'est-ce qui s'applique le plus. Donc, on peut maintenant montrer les résultats du sondage. Donc, on voit que 100% des personnes ont cliqué sur perte financière, perte de moyens de subsistance ou perte de nature culturelle. Ce qui fait du sens. On ne veut pas me dire qu'il n'y a pas d'autres types de dommages, mais celui-là est le plus possible, le plus susceptible. Donc, rapidement, on va voir quel type d'appui, de document d'appui qui pourrait faire partie de la demande. Donc, l'explication ou la décision de ne pas pêcher ou l'incapacité de pêcher. Si par exemple une marina serait fermée et vos bateaux ne peuvent plus circuler, ça serait important de le mentionner. Est-ce que vous auriez pu aller pêcher ailleurs si un autre lieu de pêche est accessible qui est à une plus grande distance? Le prix du carburant pour aller à cette distance supplémentaire ou si vos employés doivent rester plus longtemps sur le navire, à ce moment-là, ça aussi, c'est indemnisable. Vous devez nous prouver que vous avez le droit de pêcher. Donc, si vous avez des licences ou des droits traditionnels, n'hésitez pas à les ajouter également. Des documents montrant les prises des 3 dernières années, ça va nous aider à établir le montant de l'indemnisation. Des documents montrant votre revenu des 3 années précédentes et d'autres documents de ce type-là. Et encore une fois, nous divulguer si vous avez accès à d'autres indemnisations. Une autre chose, si vous n'avez pas accès à ces documents d'affaires officiels-là, parfois une déclaration signée va être suffisante dans certaines circonstances. Donc, on va aller au cas par cas, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, le bureau de l'administratrice est là pour vous aider avec ce processus-là. Donc, afin de conclure, on va maintenant vous donner une série d'avantages. Pourquoi est-ce que la caisse aller directement à la caisse dans des cas de déversement ou de déversement de potentiel. Pourquoi est-ce que ça serait mieux d'aller à la caisse? Donc, premièrement, vous n'avez pas besoin d'aller devant les tribunaux contre le pollueur, contre le navire ou d'engager un avocat. Et nous allons faire respecter le principe du pollueur-payeur en votre nom. Donc, encore une fois, pas besoin d'aller en cours. Nos formulaires et nos guides devraient vous aider à soumettre une demande. Et une fois que nous avons payé l'indemnité, nous nous retournons et nous allons essayer de recouvrir ces sommes. Par la suite, les dommages causés par des déversements d'origine inconnue sont indemnisables. Encore une fois, c'est difficile d'aller chercher de l'argent quand on ne connaît pas le propriétaire. Donc, ces éléments-là sont compensables et indemnisables par la caisse. On revient ici au tout début de la présentation. Il n'y a pas de montant minimal ou maximal pour votre demande tant que vous avez les documents justificatifs et qu'on vient de mentionner. La caisse est là pour vous aider étape par étape. Si vous décidiez d'aller en cours contre un propriétaire, c'est votre preuve contre la preuve de l'autre partie. Dans notre cas, on n'est pas vos adversaires. Si on voit que dans votre demande, il manque des éléments justificatifs, on va communiquer avec vous, on va vous poser des questions supplémentaires pour essayer de vous attribuer le plus des éléments qui sont éligibles. Et finalement, la plupart des demandes d'indemnisation sont payées en moins de 6 mois. Donc, encore une fois, le processus devant les tribunaux peut prendre plusieurs années. Dans notre cas, dans la majorité des demandes qui sont de petites et moyennes demandes, quand c'est assez simple, 6 mois est le délai auquel on essaie de se tenir. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons maintenant prendre vos questions additionnelles.
Donc, Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci Jenny, merci pour la présentation et à notre audience aujourd'hui pour les questions. Cette fois, à la fin, j'ai deux questions connexes. Donc la première question, c'est qui a présenté des demandes d'indemnisation l'année passée? Donc, merci pour la question. L'année passée. Donc, en général, je peux vous mentionner que dans 80, si ce n'est pas 90% des cas, c'est la Garde côtière canadienne qui nous présente le plus de demandes. Nous avons aussi quelques demandeurs. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, il y avait une entreprise privée et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Par le passé, nous avons aussi, si je ne me trompe pas, dans les 2 dernières années, nous avons eu des communautés autochtones qui nous avaient soumis des demandes. Mais c'est un des objectifs de demande d'accès à la justice, d'essayer d'augmenter cette diversité de demandeurs-là. Donc, on essaie aussi, quand on reçoit des demandes de la garde côtière, d'aller voir le lieu, voir s'il n'y aurait pas d'autres personnes qui auraient pu avoir eu des dommages. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer dans nos interventions. Ok, merci. J'espère que ça répond. Oui, merci. La deuxième question connexe, comme je dis, c'est quelle est l'origine géographique de la plupart des incidents et demandes reçues par la Caisse? Merci. Merci. Encore une fois, il y a une province qui se démarque de ce côté-là, la province étant la Colombie-Britannique, et notamment à cause des enjeux de bateaux abandonnés et désertés. Aussi, on peut penser que la période de navigation est un petit peu plus longue, notamment à cause du climat qui permet une saison plus grande. Euh, donc, la Colombie-Britannique fait partie, est notre numéro un. Par la suite, je vous dirais que le top 4 qui suit, c'est Terre-Neuve et Labrador. Ensuite, on a la Nouvelle-Écosse, le Québec et l'Ontario, si je ne m'abuse. Donc, Nicolas, est-ce qu'on a reçu d'autres questions? Merci beaucoup, Janie. Non, ça c'était tout. Merci. Parfait. Donc, encore une fois, n'hésitez pas de nous contacter pour des questions générales. Si vous avez des questions additionnelles à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas. Une autre chose, on vous invite à joindre notre liste de distribution. Nous avons une infolettre mensuelle dans laquelle les prochaines publications, les différents webinaires, les événements auxquels nous allons participer sont publiés. Et comme je l'ai mentionné précédemment, l'enregistrement de notre webinaire aujourd'hui sera disponible bientôt. Et vous allez aussi recevoir dans les heures qui viennent un, un courriel et on vous demanderait, si possible, de répondre au sondage qui vous demande finalement comment est-ce que vous avez apprécié notre webinaire et si c'est quelque chose que nous devrions répéter par la suite. Et dans les semaines qui viennent, nous allons publier un document de questions et réponses. Donc, merci encore une fois d'avoir été là avec nous et on vous souhaite une bonne après-midi.